tous, bon, on se retrouve dans le nouveau monde qui ressemble cruellement à l'ancien. Écoutez, on va pas parler réellement de ce qui se passe en Ukraine précisément, hein. Ça, vous avez les JT, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux. Donc attention à la désinformation, hein, parce qu'il y a beaucoup de puissances qui s'amusent à véhiculer leurs messages dessus. On va parler de la France, l'influence que ce nouveau monde a sur notre vie politique, sur la vie, la campagne, hein, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. C'est en train de renforcer des positions, d'en détruire d'autres, que ce soit d'un point de vue électoral purement, mais aussi d'un point de vue idéologique. Il y a des idées aujourd'hui qui sont en train de vivre leurs derniers jours, je serais tenté de dire. Donc c'est intéressant et c'est vraiment à bien regarder parce que ce qui vient de se passer, ce qu'on appelle un virage, hein, c'est une charnière, donc c'est définitif, on ne va pas revenir en arrière. Il y a des choses qui se sont produites, qui seront des précédents et feront école, hein, donc il ne faut pas croire que les choses reviendront à la normale. Et la normale, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des gagnants et des perdants, je serais tenté de dire. Donc ceux qui s'en sortent un peu le mieux dans cette affaire, bah, le premier c'est Macron. Ce Macron va bénéficier, comme il a bénéficié durant la crise Covid, hein, du regroupement de la nation derrière le chef. Vous vous souvenez, hein, tout s'écroulait, on n'avait pas de masque, il manquait des vaccins, enfin, la communication était lamentable, mais bon, il montait dans l'opinion parce qu'il fallait soutenir celui qui dirigeait, c'était pas le moment de se diviser. C'est un peu voilà, ce qu'on appelle le réflexe légitimiste des Français vis-à-vis du dirigeant et qui pourrait, pour ces élections présidentielles, se dire que changer de capitaine en pleine tempête, c'est pas une bonne idée et reconduire Macron. Surtout s'il n'y a pas de campagne, hein, comme c'est en train de se mettre en place, parce que là, la guerre est en train de tout écraser, tous les débats, il n'y a rien qui fonctionne, hein. Tout est basé vraiment axé là-dessus. Alors, ça fait quelques jours, hein, ça va pas durer peut-être un mois, hein, mais bon, ça va quand même dominer le débat, surtout si ça continue. Ça peut aller jusqu'en pendant quelques mois, hein. Ça va pas se régler en une semaine cette affaire. Donc voilà. Juste un petit point sur Macron encore. Donc Macron l'Européen, il est parti, donc il a négocié avec Poutine en tant que président de l'Europe et il est revenu plutôt en mauvaise posture parce qu'il n'a pas réussi à. Il allait faire le job. Il a fait des petites erreurs comme essayer de forcer la main à Poutine sur des négociations ou des échanges. Il a peut-être pas aussi compris, franchement. Il n'y a pas de gentil, hein, dans cette affaire, mais les Russes avaient leur plan. Je pense que les anglo-saxons de l'OTAN avaient aussi leur calendrier, leur plan à eux. C'est pour ça qu'ils jouaient. Alors, ce qu'ils ont dit alarmisme, mais vraiment, ils disaient ça va venir, ça va venir. La preuve qu'ils n'ont pas eu tort. Mais bon, il y avait aussi ce côté qui poussait aussi à la faute les Russes. Mais bon, c'est pas pour ça que je dis qu'il n'y a pas de gentil dans cette histoire. Euh, donc voilà, il y a eu ces soucis-là. Et ce qui vient de se passer là ces jours-ci est très 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 impressionnant. C'est l'affirmation de la technostructure européenne comme une force politique, une force militaire, parce que là ils vont acheter des armes et les donner aux Ukrainiens, hein. On parle de MiG-29 slovaques qui devraient partir en, en Ukraine. Bon, ils volent sur des avions russes, donc il nous en reste quelques-uns dans les pays de l'Est, on va leur donner ça, hein. Et les Rafales ne sauraient pas s'en servir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que moi qui me marque. Aujourd'hui, le patron de l'Europe, c'est plus Macron, c'est Van der Leyen, c'est Michel, enfin voilà, c'est tous les technocrates. C'est un virage. Ça, c'est un virage marquant d'une volonté de puissance de la technocratie européenne au nom de l'Europe. Ils ont aussi sur la suppression de RT, Sputnik et compagnie, ça a l'air d'être poussé par l'Union européenne. Donc voilà, il y a vraiment des sanctions, hein, au niveau de la BCE, c'est l'Union européenne qui les déclare, hein. Donc c'est assez impressionnant. C'est vrai que Macron, sur cette question européenne, est très en retrait. Aujourd'hui, c'est le président de la France et il parle peu, pas du tout depuis quelques jours. Depuis le début du conflit, j'ai l'impression, en tant que présidence française de l'Union européenne. Les deuxièmes qui s'en sortent un peu, je dis un peu, hein, c'est les Républicains avec Valérie Pécresse. Alors je dis toujours un peu sur le ton de l'humour, on est le parti des bons gestionnaires de province, hein. On gère avec brio vos communes, vos départements, vos régions. C'est pour ça que vous nous avez réélus, c'est pour ça qu'en conséquence on est majoritaire au Sénat, on a un contre-pouvoir efficace. Voilà, les gens nous reconnaissent. Alors, on vend pas du rêve, comme on dit, mais bon, vous n'êtes jamais trompé sur la marchandise avec nous. Vous savez ce que vous avez, des compétences, une doctrine héritée du gaullisme. Voilà, donc sur le troisième voie et compagnie, ça peut être utile. Voilà, donc il y a peut-être aujourd'hui l'opposition la plus crédible à Macron. Il n'y a pas photo, c'est les Républicains. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour être élu président de la République pour Valérie Pécresse? Je ne sais pas. Mais il n'y a plus personne d'autre qui n'a la crédibilité qu'on a. Voilà.
Ensuite, les deux qui pour moi perdent beaucoup de plumes, c'est Mélenchon et Zemmour. Alors le problème de Zemmour, c'est qu'il a eu le malheur de dire qu'il rêvait d'avoir un, un Poutine français. Le problème de Poutine, alors, on ne peut pas nier le bilan de Poutine sur la reconstruction de la Russie. Le problème, c'est pas le chemin, c'est la finalité, parce que c'était fait une finalité de, certes, de retour à la fierté russe et de renaissance de la Mosque, mais aussi de retour de l'Empire russe. Et puis il y a aussi un autre propos de Zemmour qui, moi, m'a fait rire, hein, quand il a dit les Russes n'ont jamais envahi personne. Mon Dieu, la Russie, c'est une histoire d'invasion, hein, que ce soit toute la conquête de la Sibérie. Il y a eu 10 guerres contre les Ottomans parce que les Russes avaient l'idée de reprendre Constantinople. La guerre de Crimée, c'est ça qui a mis fin justement à cette ambition russe de prendre le. C'est les héritiers de Constantinople, hein, c'est des orthodoxes, et eux, leur rêve des tsars, c'était justement de reconquérir la couronne impériale de Byzance. Alors c'est vrai que maintenant c'est loin, on a oublié ça, mais eux, ils n'ont pas oublié. Il faut bien voir justement dans cette rénovation de l'esprit russe, il y avait aussi ce discours-là. Et l'Ukraine, la Moldavie aussi, c'est pour eux, c'est fait partie de ce projet-là de conquête et d'extension. Donc les Polonais aussi pourraient vous en parler, de l'extension russe, les Pays-Baltes, les Finlandais. Enfin voilà, donc les Russes, oui, ils ont attaqué beaucoup de monde, hein. C'est très souvent. Donc là-dessus, voilà, des fois, ils tordent un peu l'histoire. Enfin, Zemmour tord l'histoire à des fins idéologiques, ça on le savait, mais des fois, voilà, là sur ce coup-là, c'était ridicule. Il faut l'admettre. Donc il dit des choses vraies, hein. Je critique pas que c'est quelqu'un que j'écoute, mais bon, il y a aussi des fois, il ferait mieux. Voilà, là-dessus, c'est que ça l'arrangeait de dire ça. Pour un positionnement politique, il n'était pas correct vis-à-vis de la réalité. Donc il s'est abîmé. Il faut pas oublier que Reconquête ne repose que sur lui. Je pense pas qu'ils sont en position. Alors le second tour, je sais pas, on verra. Parce que là, c'est compliqué de savoir qui maintenant va aller au second tour. Euh, on va dire que le sens des choses, et si vraiment les Français sont à l'écoute de ces erreurs-là, ça devrait être les LR. Mais bon, il y a aussi des vrais sujets qui sont sur l'immigration, sur la sécurité. Puis la peur des gens aussi qui ont peut-être envie d'un homme fort. Enfin voilà, donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Voilà. L'autre qui a bien perdu des plumes aussi, c'est Mélenchon. Alors Mélenchon, lui, bon, il est anti-américain, un peu comme Zemmour Le Pen d'ailleurs. C'est pas des atlantistes. Bon, ça en France, ça pose pas trop de grands problèmes. C'est un peu dans la tradition de la droite et même de la gauche, hein. Enfin, je veux dire, les communistes n'étaient pas non plus pro-américains. Voilà. Il est sur cette position-là. Non, lui, son problème, c'est son anti-germanisme qui choque. Quand il dit il faut pas que l'Europe se réarme, ça, c'est la gauche classique, mais surtout pas l'Allemagne. Parce qu'en fait, Mélenchon pense que derrière chaque Allemand, il y a le gène de Bismarck et que si vous lui donnez un fusil, bah, il envahit l'Alsace-Lorraine et il enchaîne avec la Pologne. Il se méfie de l'Allemagne, il pense que c'est une puissance qui aujourd'hui est bridée parce qu'elle n'a pas d'armée, hein. Vous savez, ils viennent de se réveiller, les Allemands disent oh mon Dieu, on n'a plus d'armée. Et il pense que voilà, il voit une menace là-dedans. Alors il n'a pas totalement tort, faut être honnête, parce que si l'Allemagne cumule première puissance économique et puissance militaire, hein, première puissance militaire européenne, ça fait énormément de pouvoir dans un pays, ça fait une suprématie. Et il n'y aurait plus de possibilité pour la France d'avoir une diplomatie internationale qui contrebalance un peu les intérêts allemands au niveau de l'Europe. Donc c'est vrai que c'est une interrogation. Et puis on a beaucoup de projets d'armement avec eux, hein, un tank, un avion. Et il y a le drone là, enfin ils ont décidé de signer parce qu'ils sabotent tout, c'est une catastrophe. Et c'est impossible de les faire avancer sur ces projets-là. Et puis dès qu'ils ont là ils nous ont fait le coup sur des avions de renseignement là. Ils ont arrêté de négocier avec nous, ils ont acheté des avions américains sur l'étagère. Là, ils sont en train de faire pareil sur les hélicoptères. Lui, moderniser l'éthique, ils vont acheter des Apaches. Donc, s'ils achètent que du matériel américain qui ne favorise pas l'industrie européenne, voilà, l'Europe a rien à gagner de cette Allemagne-là, qui est un peu dénoncée par Mélenchon. Mais bon, ça l'a abîmé quand même et ça le renvoie quand même à une gauche qui, voilà, est très anti-américaine, anti-allemande. C'est vraiment quelque chose de très particulier et je pense pas que ça lui permette d'aller au deuxième tour. Et puis les grands perdants, bah, il y en a deux. La première, c'est Marine Le Pen, qui pour moi aujourd'hui a perdu toute crédibilité. Elle se dit parti national, hein, voilà, nous les nationaux, mais la nationale, je trouve qu'elle est quand même très dépendante de Poutine. C'était sa candidate en 2017, hein. Souvenez-vous de cette photo où on les voit ensemble quand elle allait le voir au Kremlin pendant l'élection présidentielle. Poutine l'a financé. Euh, Poutine a aussi usé de ses moyens sur les réseaux sociaux pour l'aider. Donc voilà, on connaît les Russes, s'ils travaillent avec elle, c'est qu'ils la connaissent bien, voire qu'ils ont des trucs sur elle.
Une présidence Marine Le Pen, c'est une présidence pro-Poutine, certainement tenue par Poutine. Donc zéro confiance en elle pour ce genre de poste. Et voilà, je ne pense pas qu'elle mérite de continuer l'aventure politique en France parce que son positionnement politique et ses amitiés politiques, du fait de la situation aujourd'hui, bah, la discrédite. C'est un des conséquences qui sont très dures de ce grand renversement qu'on vient de vivre. C'est qu'il y a des positions qui sont complètement sapées dans leur base, qui tiennent plus la route et qui vont, voilà, qui s'écroulent. Et puis, au grand perdant, en parlant d'écroulement, c'est les écologistes, hein, Europe Écologie, les Verts, Jadot. Eux, c'est carrément au niveau de leurs idées qu'il y a des grands écroulements. Le premier, l'énergie. Alors, ils avaient déjà souffert avec le nucléaire. Leur antinucléaire devenait un problème. Mais là, on voit par exemple les Allemands qui sont sortis du nucléaire et qui sont en train de réfléchir, d'ailleurs, s'ils vont sortir vraiment définitivement, qu'ils étaient dépendants du gaz russe. Donc, ça crée une dépendance stratégique à Poutine énorme. Et voilà, donc la France ne peut pas se le permettre, hein. Le nucléaire, c'est l'indépendance nationale, c'est bon pour le climat, hein. C'est pas ça fait pas de CO2, c'est pas de gaz, pas de pétrole. Et l'indépendance totale de la France au niveau énergique, c'est encore moins de pétrole et moins de gaz. Donc vous voyez, tout le monde y gagne, l'environnement et l'indépendance nationale. Mais les écolos y perdent parce qu'eux sont fondamentalement anti-nucléaires. C'est vraiment quelque chose chez eux, voilà, qui est problématique. Donc là, ils sont discrédités, ils sont cancellés, je serais tenté de dire sur le sujet. Autre sujet où ils sont totalement cancellés, c'est la défense, parce que dans leur programme, on parle de désarmement, de fin de la dissuasion nucléaire française. C'est un des fondements du combat écologiste des années 70, être contre la bombe, hein, le plateau du Larzac, tout ça. L'antimilitarisme, ils sont vraiment opposés à tout ça. Et puis l'apothéose, c'est quand même le démantèlement de l'industrie militaire française, hein, parce que c'est pas bien de vendre des armes. Et devrait, dans le sens, pour le reconvertir dans des trucs de développement durable et d'énergie verte, là. Voilà, leur positionnement sur la défense, ils sont plus dans l'histoire. Là, ils sont sortis de l'histoire, c'est vraiment effarant. Il faut bien être conscient que le monde, c'est pas des gens avec des fleurs dans les cheveux autour de nous, hein. Il y a Poutine et les Russes, là, c'est évident. Il faut pas oublier qu'il y a pas longtemps, on se frottait, nos flottes, notre marine se frottait avec la marine turque dans les eaux grecques pour des questions de territoire. On a dû envoyer des rafales pour soutenir un peu la Grèce face aux pressions turques. Là, on apprend que l'Algérie a une capacité de déni d'accès à Gibraltar avec ses sous-marins russes, avec des missiles Caliber qui sont vraiment d'une grande efficacité. Vous voyez, on est fortement challengé sur la mer Méditerranée. On a besoin de plus de frégates, on n'en a pas assez. Puis bon, on voit bien que notre industrie est déjà un peu fragile, hein. Les fusils d'assaut, ils sont allemands, c'est des HK. Les pistolets, ils sont autrichiens, c'est des Glock, hein. On a tout changé là dernièrement. Les munitions de 9 mm donc pour le pistolet, de 5,56 pour les fusils d'assaut, c'est Celier Bello, mais comme son nom l'indique, c'est une boîte slovaque, qui est pas loin de la frontière ukrainienne d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a un vrai problème en France sur des parts d'armement entières. Donc c'est pas le moment de démanteler, vu la situation. Et puis il y a un autre sujet qui est aussi fondamental pour eux et où là, si ça va s'écrouler, c'est l'agriculture. Alors l'Ukraine, c'est un territoire béni des dieux en matière d'agriculture, avec ces fameuses terres noires qui produisent énormément de blé de bonne qualité, du maïs. C'est un pays exportateur qui participe à faire que la faim dans le monde disparaît, hein. C'est avec la Russie aussi, qui est aussi un grand exportateur de blé. Ils ont des terres similaires. Le problème, c'est si l'Ukraine n'exporte pas, comme ça va être le cas cette année, hein, vu qu'ils sont en guerre, ils ne vont pas exporter. La Russie peut s'en servir comme d'une arme géopolitique, par exemple, tout envoyé en Chine. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des problèmes de famine et de prix de cherté du blé dans le Maghreb, par exemple, en Égypte, où il y a déjà eu des émeutes de la faim, parce que le prix du blé était trop haut, hein, le pain est très important pour eux. Et ça peut créer des vagues de migrants aussi en Europe, ça peut nous déstabiliser. On sait que ça existe, hein, ça a déjà été fait, hein, avec la Syrie. Donc voilà, l'automne peut être aussi un moment critique. Et souvent, les écologistes sur l'agriculture, eux, ils sont sur une vision de décroissance de la production avec le bio. Si vous faites du bio, vous faites moins de production, hein, c'est 20% en moins. Ils ont poussé un projet européen Farm to Fork qui, lui, dit augmentation des surfaces en bio, donc baisse de la production. 10% de terre de culture en moins, ils veulent rendre la terre à la nature, ok, ou à la jachère. Et compensé par l'importation. Le problème, c'est si les pays européens commencent à acheter du blé sur un marché déjà tendu, c'est-à-dire qu'en gros, on va voler le grain des pays africains. Nous, on va leur prendre leur grain qu'on produisait avant pour nous nourrir, nous, et à leur détriment. Donc,
Donc je pense qu'il y a une responsabilité à produire. On peut le faire de manière raisonnée, qui est aussi bonne pour la nature, hein, qui améliore la qualité de l'environnemental de l'agriculture. Il y a beaucoup de recherche qui est faite. Et vous savez, le bio, hein, quand vous balancez des tonnes de bouillie bordelaise de cuivre sur les terres, c'est pas bon pour les terres non plus, hein. Donc voilà, ils sont décrédibilisés donc, sur trois sujets qui sont fondamentaux pour eux. Le nucléaire, ils ne tiennent plus la route. La défense, ils n'ont jamais été bons, mais là, ils deviennent dangereux pour les intérêts de la nation. Et l'agriculture, on s'aperçoit que en plus de saper la production française, donc notre autonomie alimentaire, et ben, ils sont aussi une menace pour les pays qui, eux, n'ont pas capacité à produire, hein. L'Algérie, le désert, le blé dans le désert, ça marche pas, hein. Donc ils sont aussi une menace pour des pays qui ont besoin d'importer. Donc réfléchissez bien avant de voter écolo parce que c'est aussi un vrai problème. Alors ça a été touffu. J'espère que vous avez tenu jusque-là. J'ai dû rater des choses, bien sûr, parce que en 15 minutes, c'est un peu compliqué. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire des commentaires et puis à vous abonner à cette chaîne. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouveaux épisodes, j'espère un peu plus gai. Au revoir.